À table, la fiancée de mon fils m'a tendu une facture de mariage de 1,8 million d'euros. Mon fils n'a rien dit, mais son regard m'a tout révélé. Papa, quelque chose ne va pas. Aide-moi. J'ai souri, ouvert mon dossier, et prononcé son nom. 11 minutes plus tard. Elle est entrée chez moi, portant un sac à main de 3 400 € et un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Moins de 20 minutes après s'être assise pour dîner, elle avait glissé une feuille de papier sur la table de ma salle à manger, un plan financier préliminaire pour le mariage, et m'avait souri comme si elle me rendait service. Le montant en bas était de 1,8 million d'euros. Mon fils, Antoine, était assis en face de moi, rigide comme un piquet de clôture, sa fourchette intacte à côté de son assiette. Il ne m'avait pas regardé une seule fois depuis qu'elle avait sorti ce papier. Mais quand elle s'est tournée pour remplir son verre de vin, il a fait quelque chose que je ne l'avais pas vu faire depuis qu'il avait 12 ans et s'était mis dans de graves ennuis à l'école. Il m'a regardé juste une seconde avec une pure et silencieuse désespérance. Je suis Georges Dubois. J'ai 64 ans et j'ai passé 31 ans en tant qu'enquêteur principal pour le service des enquêtes fiscales, SEF, de la Direction Générale des Finances Publiques, DGFiP. L'unité qui ne vous vérifie pas. L'unité qui vous arrête. J'ai personnellement monté des dossiers contre des gestionnaires de fonds spéculatifs, des chaînes de restaurants, des télévangélistes et un conseiller municipal en exercice qui pensait pouvoir enterrer 900 000 € à l'intérieur d'un refuge non lucratif pour chiens. Je connais la fraude. Je la reconnais à la façon dont une personne tient son stylo lorsqu'elle signe quelque chose dont elle n'est pas sûre. Je la reconnais à ce qu'elle ne dit pas. Je la reconnais au silence entre les phrases. Ce silence était partout à ma table ce soir-là. Mon fils s'appelle Antoine. Il a 32 ans, ingénieur en aéronautique. Calme et méthodique, comme le sont souvent les ingénieurs prudents, délibérés, faisant confiance aux données plutôt qu'à l'instinct. Il fréquentait une femme nommée Sophie depuis 7 mois. Je l'avais rencontrée 2 fois avant ce dîner, les 2 fois brièvement lors de rassemblements où elle était charmante, légère et disait exactement ce qu'il fallait. Sa mère, que Dieu ait son âme, aurait vu clair dans son jeu immédiatement. Claire avait toujours eu un don pour cerner les gens, que j'ai passé des années à essayer de développer par la formation. Elle l'avait naturellement. Claire était partie depuis 6 ans. J'avais appris à faire confiance à ma formation à la place. La mère de Sophie, une femme nommée Isabelle, qui s'était présentée comme consultante en style de vie, était assise à ma droite et a passé les 20 premières minutes à complimenter chaque meuble de ma salle à manger de la manière spécifique dont les gens le font lorsqu'ils calculent le prix des choses. Elle a touché le bord de mon buffet. Elle a demandé où j'avais acheté mes chaises de salle à manger. Elle a regardé le tableau au-dessus de la cheminée, a penché la tête et a dit, « C'est un original, n'est-ce pas ?» C'en était un. Je l'avais acheté lors d'une vente aux enchères il y a 14 ans. Il valait environ 40 000 €. Je ne l'avais dit à personne, à l'exception de Claire et de mon conseiller financier. Quelque chose de froid m'a traversé. Pour le premier plat, j'avais préparé le pot-au-feu de ma mère, car Antoine l'avait toujours adoré. Sophie commença à parler du mariage. Elle parlait comme une personne qui a répété un discours, frappant chaque note en séquence sans vraiment écouter les réponses, le lieu dont elle était tombée amoureuse, le traiteur qui ne fait que 20 événements par an, il faudrait donc s'engager rapidement. Le photographe fait venir d'Italie, qui apparemment facturait 80 000 € pour un seul week-end. Antoine réarrangeait sa nourriture. Isabelle acquiesçait à chaque élément comme une co-présentatrice. Puis Sophie sortit le papier. Elle l'avait imprimé sur un papier crème épais, le genre que l'on utilise pour les invitations formelles. Les postes étaient précis et bien organisés, à compte du lieu 180 000 €. Traiteur par convive, 250 invités, 340 € par personne. Photographie et vidéographie, 82 000 €. Installation florale, 95 000 €. Robes et accessoires, à déterminer, mais estimés entre 60 000 et 80 000 €. Et ainsi de suite. 32 postes totalisant 1 847 000 €. Elle l'a glissé sur la table vers moi spécifiquement, pas vers Antoine et moi ensemble. Nous voulions que vous ayez la chance de l'examiner, dit-elle. Antoine est si proche de vous. Nous savons que ce genre de choses compte pour que vous fassiez partie de son grand jour. C'était élégamment fait. La présentation de la demande comme une inclusion, comme un honneur. J'ai regardé le papier un long moment.
Puis j'ai regardé Antoine. Sa mâchoire était suffisamment serrée pour se fissurer. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'y ai vu trois choses, la honte, la peur et une supplication si claire qu'elle n'avait pas besoin de mots. Isabelle rompit le silence. Bien sûr, les familles traditionnelles voient toujours l'importance de commencer un mariage par une célébration. Cela en dit long sur l'importance que vous accordez au bonheur d'Antoine. Voilà, le cadre était posé, payez cet argent ou vous dites que le bonheur de votre fils ne vous importe pas. J'ai délicatement posé le papier à côté de mon assiette. C'est un document important, dis-je. Nous le pensons, acquiesça Sophie. J'aimerais mieux le comprendre. Ces chiffres proviennent-ils de contrats de fournisseurs signés ou sont ceux des estimations? Quelque chose changea dans la posture de Sophie. À peine perceptible, comme un seul degré de changement de température dans une pièce. Nous sommes dans la phase de planification initiale, dit-elle. Mais ces chiffres proviennent de conversations avec notre organisatrice. Elle a été très précise. Je vois. Et qui est votre organisatrice? Elle s'appelle Clara Duval. C'est une boutique très exclusive, principalement basée sur le bouche à oreille. J'aimerais avoir ses coordonnées. Sophie sourit. Bien sûr, je vous les donnerai. Elle ne le ferait pas. J'ai attrapé le panier à pain et laissé la conversation dériver vers d'autres sujets. J'ai écouté Sophie parler du lieu, une propriété qu'elle décrivait comme un domaine historique près d'Annecy, en Haute-Savoie, avec vue sur les Alpes et une capacité de 300 invités. Isabelle racontait comment Sophie avait toujours rêvé de ce cadre. Antoine n'a presque rien dit. Après le dîner, j'ai proposé des digestifs dans le salon. Sophie et Isabelle acceptèrent. Antoine dit qu'il m'aiderait dans la cuisine. Nous nous tenions devant l'évier et un instant, aucun de nous ne parla. J'ai fait couler l'eau sur la vaisselle. Il a pris un torchon. Dis-moi, dis-je doucement. Il garda les yeux sur le torchon. Elle n'est pas celle que je pensais. Depuis combien de temps le sais-tu? 3 mois, peut-être plus. J'arrêtais pas de trouver des excuses. Sa voix était basse, honteuse. Elle m'a emprunté 22 000 € au cours des 4 premiers mois. Des réparations d'urgence sur un bien locatif que sa mère possède. Puis une facture médicale que son assurance a refusée. Puis il s'arrêta, dégluti. Elle m'a demandé de virer de l'argent sur un compte de fournisseur pour la compte du mariage. Un lieu que je n'ai jamais vu. Papa, j'ai cherché. L'adresse est un centre commercial en Normandie. J'ai coupé l'eau. C'est elle que tu sais? Non. Je ne voulais pas la confronter seule. Je n'ai pas. Il posa le torchon. Je ne savais pas ce qu'elle ferait. J'ai regardé mon fils. Il avait 32 ans, mesurait 1,83 m, avait 2 brevets à son nom et un diplôme d'ingénieur de Polytechnique. Et à cet instant, il ressemblait exactement au garçon de 12 ans qui était venu me voir après avoir cassé quelque chose qu'il ne pouvait pas réparer seul. Je m'en occupe, dis-je. Tu ne dis rien. Tu ne donnes rien. Tu n'acceptes rien ce soir. Peux-tu le faire? Il hocha la tête. Bien. Retourne là-bas et laisse-la penser que ce dîner s'est parfaitement déroulé. Il le fit. Je le regardais retourner dans le salon et écouter Sophie expliquer la vision esthétique du mariage. Il hocha la tête aux bons endroits. Il posa une question raisonnable sur le calendrier. C'était un meilleur acteur qu'elle ne le méritait. J'ai passé 2 heures à être une compagnie agréable. J'ai servi des verres. J'ai écouté Isabelle décrire une villa où elle avait séjourné au bord du lac Léman. J'ai raconté une histoire courtoise de mes débuts de carrière. Je les ai accompagnés à la porte à 21h30 et leur ai dit quelle belle soirée nous avions passée. Une fois la voiture partie, je suis allé à mon bureau et j'ai commencé à passer des appels. J'avais encore des amis de mes années au SEF. Tous n'avaient pas pris leur retraite. Certains s'étaient lancés dans la comptabilité légale privée, les enquêtes financières, la diligence raisonnable d'entreprise. J'ai laissé 2 messages vocaux et envoyé 3 SMS. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé par ce que je pouvais faire moi-même. La Clara qui était censée diriger une firme d'organisation de mariages exclusives n'avait laissé aucune trace. Pas d'enregistrement commercial, pas de site web, pas de réseaux sociaux, pas de licence en Haute-Savoie, où les mariages ne nécessitent pas de licence spécifique, mais où toute entreprise légitime aurait une présence traçable.
Rien. Le lieu que Sophie avait nommé le domaine Arlo à Annecy existait, mais son calendrier d'événements était réservé jusqu'à l'année suivante, et son acompte requis était de 25 000 €, pas de 180 000 €. Le compte de virement du fournisseur que Antoine avait reçu pour la compte était acheminé vers une entité commerciale appelée Avantage Event Service SARL enregistrée au Luxembourg avec une adresse d'agent enregistrée partagée par 47 autres sociétés. Le principal était listé sous un nom que je ne reconnaissais pas. Je l'ai noté. À minuit, j'avais l'ébauche d'un schéma. À 2 heures du matin, j'avais la confirmation d'une victime précédente. Son nom a été trouvé via un fil de discussion sur un forum, enfoui 3 pages après une recherche d'un des noms de société dans la chaîne de comptes de virement. Un homme nommé Paul Martin avait posté 18 mois plus tôt, demandant si quelqu'un avait rencontré une arnaque de planification de mariage impliquant de faux fournisseurs et des acomptes virés. Il avait perdu 28 000 €. Personne n'avait répondu. Je lui ai envoyé un message. Il a répondu dans les 6 heures. Il a répondu à mon appel téléphonique suivant à la deuxième sonnerie et il a parlé pendant 40 minutes. Paul Martin était un dentiste de 58 ans de Lyon, Rhône-Alpes. Son fils, Marc, était fiancé à une femme nommée Audrey. La mère d'Audrey avait été fortement impliquée dans la planification du mariage. La liste des fournisseurs comprenait plusieurs entreprises qui n'existaient pas. Les acomptes étaient allés à des comptes qui ne pouvaient pas être tracés. Les fiançailles s'étaient terminées lorsque Marc avait découvert qu'Audrey était simultanément impliquée avec un autre homme, et tout l'appareil de mariage avait apparemment été conçu pour extraire autant d'argent que possible avant de s'effondrer. La description d'Audrey correspondait étroitement à celle de Sophie. Nom différent, couleur de cheveux différente, ville différente, la même confiance sereine, la même mère à ses côtés. J'ai demandé à Paul de m'envoyer par email chaque document qu'il avait sauvegardé. Il les a envoyés dans l'heure. Relevé de virement bancaire, correspondance avec les fournisseurs, une copie du document de planification que son fils avait reçu. Je l'ai posé à côté du document que Sophie m'avait donné. Même police, même mise en page, chiffres différents, même structure. Le lendemain matin, j'ai appelé mon ancienne collègue, Patricia Dubois, qui dirigeait maintenant un cabinet d'enquête financière à Paris. J'avais témoigné lors de 3 procès où son analyse médico-légale avait été centrale pour l'accusation. Elle était méticuleuse de la manière dont les personnes qui ont passé 30 ans à traquer l'argent ont tendance à être implacables et discrètes à ce sujet. Je lui ai dit ce que j'avais. Envoie-moi tout, dit-elle. Donne-moi 4 jours. J'ai donné des instructions précises à Antoine. Sois chaleureux avec Sophie. Sois vague sur les délais. Si elle pose des questions sur le budget du mariage, dis que son père examine attentivement le document et qu'il apprécie sa patience. Ne transfère pas d'argent. Ne signe rien. Ne laisse rien transparaître de ce qui a changé. Elle continue de m'envoyer des SMS, dit-il, disant qu'elle a besoin d'une réponse pour le lieu d'ici la fin du mois. Il n'y a pas de lieu, dis-je. Dis-lui que tu comprends et que tu t'en occupes. Et si elle rompt? Alors tu sauras exactement ce que cela valait pour elle. Il fut silencieux alors. Oui. D'accord. Patricia m'a appelé le 3e jour. Georges, ces 2 femmes mènent des variantes de cette escroquerie depuis au moins 6 ans. J'ai trouvé des documents les reliant à 4 incidents dans 3 régions. La mère gère le côté financier. Elle met en place les entités écrans. La fille gère les cibles. Elle joue la même pièce à chaque fois. Une course suffisamment longue pour établir la confiance, puis les fiançailles. Un plan de mariage à gros budget présenté à la famille du marié. Pression pour engager rapidement les fonds, puis l'argent disparaît dans la chaîne d'entités avant que les fournisseurs ne soient jamais contactés. Combien au total? Ce que je peux documenter? Un peu plus de 310 000 € sur 4 victimes, mais c'est ce sur quoi elles ont laissé des traces. Il peut y en avoir plus. Peux-tu monter un dossier? Je le monte déjà. Je vais aussi te recommander de parler au bureau local de l'unité des crimes financiers de la police judiciaire, PJ, de Lyon. Cela traverse les frontières départementales. C'est une compétence fédérale. Fraude par virement, activité criminelle potentiellement organisée compte tenu du schéma. Dans combien de temps peux-tu avoir la documentation prête? Fin de la semaine. Georges, ces femmes sont douées. Elles ont évité les poursuites parce que chaque victime individuelle a rencontré le même problème, pas de contrat, difficile de prouver l'intention.
Mais avec la preuve du schéma, cela change complètement. C'est exactement ce sur quoi je compte. Sophie commença à faire pression de la manière dont les gens le font lorsqu'ils sentent une fenêtre se fermer. Les SMS devinrent plus fréquents, plus chargés émotionnellement. Elle manquait à Antoine. Elle avait rêvé de cela toute sa vie. Elle espérait que son père comprenait ce que cela signifiait pour elle. Antoine savait-il à quel point elle l'aimait? La famille n'était-elle pas censée soutenir ce genre de bonheur? Isabelle a appelé Antoine directement et a dit qu'elle ne voulait pas s'immiscer, mais qu'elle était simplement inquiète que des voix extérieures affectent sa perspective sur ce qui devrait être un moment joyeux. Voix extérieures, c'était moi. Je n'ai rien dit à Antoine sur la transparence de tout cela. Il commençait à le voir lui-même. Le jeudi, Sophie lui a envoyé un nouveau message. Elle avait prévu une réunion avec l'organisatrice de mariage pour samedi après-midi et voulait que Antoine et moi y allions. C'était la prochaine étape. Elle a dit qu'il était important que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Elle a envoyé une adresse dans le centre-ville de Nantes, Pays de la Loire, le bureau de Clara Duval, création et événements de mariage. J'ai cherché l'adresse. C'était un immeuble de bureaux partagés qui louait des espaces à la journée ou à la semaine pour des réunions et des présentations. N'importe qui pouvait réserver une salle de conférence pour 95 € de l'heure. J'ai appelé Patricia et lui ai dit, elle met en place une réunion de mise en scène, dit-elle. Probablement quelqu'un qui joue le rôle de l'organisatrice. C'est conçu pour que l'opération paraisse suffisamment légitime pour vous faire vous engager. Je sais. J'y vais. Vous êtes sûr? J'ai passé 31 ans à me préparer à des moments comme celui-ci. Samedi matin, j'ai mis le costume que je portais pour les comparutions au tribunal, bleu marine, sans cravate, chemise blanche unie. J'ai dit à Antoine de s'habiller normalement. Je lui ai dit de me laisser mener la conversation. Je lui ai dit de me faire confiance. Je te fais confiance, dit-il. Nous sommes allés à Nantes ensemble. Le bâtiment était en verre et en acier, exactement le genre d'endroit qui a l'air impressionnant un samedi quand la plupart des entreprises sont fermées. Le répertoire du hall énumérait les suites de salles de conférence. L'une était réservée sous événement Duval. Sophie et Isabelle attendaient dans le couloir à l'extérieur. Sophie portait un blazer crème. Isabelle avait un porte-document en cuir sous le bras. La femme jouant le rôle de l'organisatrice de mariage s'est présentée comme Clara. Elle avait peut-être 45 ans, professionnelle, chaleureuse, préparée. Elle avait des classeurs. Elle avait des planches imprimées de concepts esthétiques. Elle avait une présence authentique et une manière exercée. J'ai laissé la réunion se dérouler pendant 11 minutes. Puis j'ai ouvert mon propre dossier. Avant d'aller plus loin, dis-je, j'aimerais clarifier quelques points concernant la liste des fournisseurs du document que vous nous avez envoyé il y a 2 semaines. Les yeux de Sophie se sont tournés vers mon dossier. Le premier fournisseur listé est Soléo Installations Florales, dis-je. L'adresse sur votre document est 4420, Cour Méridienne à Annecy. Cette adresse est une résidence privée. Il n'y a aucune entreprise enregistrée à cette adresse. Il n'y a aucune entreprise nommée Soléo Installations Florales enregistrée nulle part en Haute-Savoie. Silence. Le deuxième fournisseur, Altitude Catering Group, liste un email et un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone renvoie à un compte Google Voice qui a été créé il y a 4 mois. Le nom de domaine de l'email a été enregistré le même mois. Clara, qui qu'elle fût réellement, était très immobile. Le compte de virement d'acompte que vous avez donné à mon fils passe par Vantage Event Service SARL, enregistré au Luxembourg. L'agent enregistré de Vantage Event Service partage une adresse avec 2 autres SARL liées à des transactions dans une plainte pour fraude déposée dans le département du Rhône il y a 18 mois. Le nom du plaignant est Paul Martin. Le visage de Sophie était devenu blanc. J'ai parlé avec Monsieur Martin, poursuivis-je longuement. J'ai également des documents de 4 autres incidents qui suivent ce même schéma. Noms différents, villes différentes, même structure financière. Les pertes documentées totales de ces incidents s'élèvent à 310 000 €. J'ai posé le dossier sur la table. Patricia Dubois, une experte comptable judiciaire que j'ai retenue pour cette affaire, a préparé un dossier que j'ai déjà partagé avec l'unité des crimes financiers de la police judiciaire de Lyon. Un agent là-bas a confirmé qu'une enquête est ouverte. Isabelle repoussa sa chaise. Cette réunion est terminée, dit-elle. La réunion est terminée,
acquiesçai-je. Mais je veux être clair sur ce qui va se passer ensuite. Si vous vous désengagez complètement de mon fils, de ses fiançailles, de tout contact, je laisserai l'enquête fédérale se poursuivre sans ma participation active. Je ne serai pas celui qui les appellera chaque semaine. Je ne ferai pas de lobbying pour une action plus rapide. Je fis une pause. Si vous ne vous désengagez pas, s'il y a d'autres communications, d'autres demandes d'argent, toute tentative de recadrer cette situation, je passerai chaque heure disponible à m'assurer que ce dossier avance aussi vite que possible. Je sais comment fonctionnent les enquêtes fédérales sur les crimes financiers. J'ai passé 3 décennies à travailler dessus. Je sais ce qui les accélère et ce qui les ralentit. Je peux faire une différence significative dans la rapidité de cette affaire. La pièce était très silencieuse. Sophie regardait sa mère. Son sang-froid tenait presque, mais pas tout à fait. Son menton tremblait légèrement. C'était la première chose véritablement incontrôlée que je l'avais vue faire. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez, dit Isabelle. Sa voix était ferme, mais ses yeux ne l'étaient pas. Je fais ça depuis avant la naissance de votre fille, dis-je. Je sais exactement de quoi je parle. Antoine n'avait pas dit un mot. Il regardait Sophie avec une expression que je reconnaissais. Pas de colère, pas de blessure, pas de trahison, exactement, juste le chagrin spécifique de voir enfin clairement quelque chose que l'on s'était efforcé de ne pas voir. Clara a rassemblé ses classeurs et est partie sans un mot. Isabelle a touché le bras de Sophie. Elles sont parties sans se retourner. Je suis resté assis un instant dans la salle de conférence silencieuse. Antoine expira lentement. Est-ce que quelque chose était réel, demanda-t-il. Les premiers mois où elle semblait probablement pas, dis-je. Ceux qui font bien ça font en sorte que le début paraisse réel. C'est le produit qu'ils vendent. Elle semblait vraiment. Il s'arrêta. Je sais. Comment as-tu su avec certitude? Quand as-tu su que ce n'était pas juste quelqu'un qui voulait un mariage coûteux? Quand elle a glissé ce papier sur la table vers moi plutôt que vers toi. Une femme qui planifie un vrai mariage avec l'homme qu'elle aime ne présente pas un budget à son père comme une proposition commerciale. Elle pourrait demander de l'aide. Elle pourrait espérer du soutien, mais elle n'arrive pas avec des postes imprimés et un chiffre en bas. Je me suis levé. Tu savais avant moi. Tu m'as envoyé la note au dîner. Il n'avait pas écrit de note. Il m'avait regardé, mais il comprit ce que je voulais dire. Nous sommes retournés à Lyon, principalement en silence. 1 heure après avoir quitté Nantes, Antoine dit, que se passe-t-il maintenant avec l'affaire de la PJ? L'enquête est réelle. Le dossier de Patricia est réel. Que cela débouche sur des accusations dépend de la façon dont les agents évaluent les preuves et s'ils peuvent trouver d'autres victimes désireuses de participer. Paul Martin a déjà dit qu'il coopérerait. Va-t-elle aller en prison? Je ne sais pas. Peut-être. Ces affaires sont compliquées et l'intention est difficile à prouver isolément. La preuve du schéma aide considérablement, mais il faudrait un procureur désireux d'y investir. Penses-tu qu'ils le feront? Je pense, dis-je prudemment, que lorsqu'un enquêteur fédéral expérimenté vous remet un dossier préconstruit avec des victimes documentées, des analyses financières et un schéma établi d'activité criminelle, vous ne le laissez pas dans un tiroir. 3 semaines plus tard, Patricia m'a appelé pour me dire que la PJ avait officiellement ouvert une enquête formelle. 2 semaines après cela, Paul Martin m'a appelé pour me dire que des agents l'avaient contacté pour un entretien complet. Antoine m'a dit qu'il avait supprimé le numéro de Sophie. Elle ne l'avait plus contacté. Je ne sais pas comment l'affaire fédérale sera finalement résolue. Ces choses prennent du temps et le système juridique n'est pas une machine que l'on peut prédire. Ce que je sais, c'est que la documentation est solide, que les victimes sont prêtes à parler et que le schéma est indubitable. Ce que je sais, c'est que mon fils n'est pas en prison fédérale, ce qui est l'endroit où les gens qui virent 1,8 million d'euros à une chaîne de sociétés écrans se retrouvent parfois quand ils ne peuvent pas expliquer les transactions. Ce que je sais, c'est que lorsque Sophie a glissé ce papier sur ma table, elle comptait sur moi pour voir un père fier qui voulait le bonheur de son fils et qui pourrait être fait pour sentir que son argent était l'expression de cet amour. Elle ne savait pas qu'elle le glissait à quelqu'un qui avait passé 3 décennies à apprendre à lire exactement ce qu'était ce papier. Je suis à la retraite. Je restaure des cartes anciennes pendant mon temps libre. J'ai un déjeuner du mardi régulier avec 2 anciens collègues dans un jardin qui a besoin de plus d'attention que je ne lui en donne. Je ne suis pas un procureur.
Je ne suis pas un enquêteur. Je ne cherche pas de dossier à monter ni de tort à corriger. Mais quand quelqu'un s'assied à ma table, regarde mon fils et commence à faire des calculs dans sa tête au lieu d'écouter ce qu'il dit, quand quelqu'un traite mon enfant comme une ressource à extraire plutôt que comme une personne à aimer, quelque chose en moi, que 31 ans de formation y ont mis, se réactive. Calme, méthodique, patient. Cela ne fait pas d'erreur et ne s'arrête pas tant que le travail n'est pas terminé. Si vous regardez ceci et que vous avez un fils ou une fille dans une relation qui ne vous semble pas juste, faites confiance à ce sentiment. Posez les questions qui mettent mal à l'aise. Demandez où va l'argent. Demandez à voir les contrats. Demandez à rencontrer les fournisseurs. Les personnes qui montent des arnaques comme celle-ci comptent sur les bonnes manières et la loyauté familiale pour vous empêcher de poser des questions. Posez-les quand même.